Polytech, le rendez-vous incontournable des acteurs de l'environnement et de l'énergie. Avec Polytech Live, suivez les conférences de Polytech en direct ou en replay. Voilà, bonjour à tous. Quelle solution d'adaptation de la ressource en eau face au changement climatique? C'est le thème de cette table ronde qui réunit 4 personnes dont vous voyez les noms et les titres. Alors, vous qui êtes dans la salle, donc évidemment, Marie Petenati est ici, c'est la seule femme du plateau. Bonjour. À ses côtés, André Bernard, qui est président de la Chambre d'agriculture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et vice-président national des chambres d'agriculture. À ses côtés, donc à sa gauche, Pascal Botsung, qui est le directeur de l'eau à la direction de l'eau de Bordeaux Métropole. Et puis, à l'extrême gauche pour moi, à l'extrême droite pour vous, Bruno Leménager, qui est le directeur de la délégation Dordogne Atlantique de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Donc on va évidemment évoquer les solutions, parce que je crois que c'est ça qui est intéressant. On voit bien que le sujet de l'eau est revenu ou a atterri plutôt sur le haut de la pile des préoccupations gouvernementales, des préoccupations de l'État. On l'a vu il y a 2 ans avec le lancement des assises de l'eau, c'était une première. Ça se poursuit aujourd'hui pour le monde agricole, notamment avec le Varenne de l'eau. Mais on dit le Varenne de l'eau, mais c'est le Varenne de l'eau et de la transition écologique. Donc on voit bien que les sujets sont extrêmement liés. On a entendu le président Macron parler de son plan 2030 avec 2 milliards d'investissements pour des changements disruptifs, des innovations dans le domaine de l'agriculture. Et ce qui veut agriculture, ça veut dire irrigation notamment. L'agriculture est grosse consommatrice, notamment en été. Donc on voit bien que ces sujets-là sont extrêmement prégnants. Donc on va faire un état des lieux avec nos invités, voir quelles solutions on peut apporter. Et puis je sais pas, quand je dis c'est au cœur de l'actualité, il y a avant-hier une revue scientifique qui s'appelle Environmental Research Letters, qui vient de publier une étude scientifique anglo-allemand qui montre que le niveau des eaux de la mer et de l'océan, des mers et des océans, quoi qu'on fasse aujourd'hui, va continuer d'augmenter pendant au minimum un siècle. Un siècle. Ça, on ne pourra rien changer, on va peut-être en parler dans une seconde. Et si vous avez la curiosité d'aller sur le site, vous verrez que ce résultat-là, si on continue comme ça, avec une augmentation de la température de 1,5 degré, les conséquences vont être assez considérables. Si on passe à 3 degrés, allez voir sur le site, il y a des photos qui montrent avant, après. 1,5 degré, Bordeaux reste les pieds à peu près au sec. À 3 degrés, le centre de Bordeaux, la cathédrale du centre de Bordeaux, a totalement les pieds dans l'eau. Une ville comme Fréjus disparaît complètement du paysage, et ça veut dire, la traduction, c'est 500 millions de personnes dans le monde, 500 millions, qui doivent déménager parce que les littorales sont recouverts par les eaux, avec toutes les conséquences que ça implique. Donc voilà, juste pour saisir à la fois l'actualité et l'urgence de la situation. Et Marie Petenati, je me tourne vers vous pour justement essayer de dresser un état des lieux. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que le sujet de l'eau, on en parle depuis longtemps, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, on est face à une urgence et il y a des phénomènes qui sont irréversibles sur lesquels on ne pourra pas revenir? Alors merci Régis pour cette introduction. En effet, il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas revenir et vous l'avez très bien illustré avec cet article scientifique dont vous parlez. Le dernier rapport du GIEC a listé les impacts déjà visibles. Certains, on pourrait peut-être revenir dessus. L'augmentation du niveau marin, c'est fichu. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que outre la migration ou l'ennoiement complètement, la submersion de certaines villes, ce niveau marin, il va rentrer sur la surface de la Terre, mais aussi en dessous. Et donc, on va manquer encore plus d'eau qu'on en manque aujourd'hui, parce qu'on va avoir des intrusions salines. Et donc, tout cet espace où on pouvait avoir des pompages, puiser l'eau actuellement, va devenir une eau de mauvaise qualité. Actuellement, les impacts du changement climatique, on va les voir de façon disparate. Le cycle de l'eau, c'est un cycle fermé. L'eau, elle est là. Mais elle ne va pas tomber de la même façon sur tous les territoires. On va avoir une méditerranéisation, ce qu'on appelle de certains paysages, en fait. Ça va remonter plus vers les climats qui étaient plutôt humides. On va avoir des zones où on va avoir des événements extrêmes avec beaucoup de pluie, des zones où on va avoir plus d'eau. Donc de l'eau, on en manque déjà. On a des observations sur ça, des tendances.
on le voit, et on est déjà dans un état d'urgence. Alors ça, on évoque souvent la quantité, mais là, avec l'extrait que vous avez fait de cet article, on voit qu'on a des problèmes qualitatifs aussi. Donc la ressource, il faut la considérer non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Merci pour ce premier point. Bruno Leménager, je vous donne la parole. Quelle est la situation, vous, donc le bassin Adour-Garonne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est grosso modo le sud-ouest de la France. Et je sais que vous êtes en situation tout de même assez difficile. Est-ce que vous pouvez nous présenter la situation du bassin ? Oui, merci. Très rapidement, le bassin Adour-Garonne, c'est le sud-ouest, c'est à peu près 20% du territoire français, c'est 7 millions d'habitants. C'est une question aussi démographique parce que, en fait, d'ici 2050, c'est à peu près 1,5 million d'habitants en plus. Des métropoles comme Bordeaux, comme Toulouse sont très actives. Et en fait, on pense que la population qui s'installe autour de l'arc méditerranéen aussi, l'augmentation de ces métropoles va se faire dans cet axe-là. Hein. Donc, il n'y a pas que la méditerranisation des pays. Il y a aussi une certaine dynamique que le littoral du sud-ouest va connaître. Alors nous, au niveau du bassin Adour-Garonne, on a engagé en fait en 2018 un plan d'adaptation au changement climatique et on a essayé de chiffrer le déficit. Et le déficit, en fait, alors qu'il y a 2 ans, on l'estimait à peu près à 10% de la consommation, c'est-à-dire la consommation de ce bassin, quand on prend tous les usages, hein, que ce soit l'eau potable, l'agriculture, l'industrie, on est à 2,4 milliards de mètres cubes par an. Et le déficit, on le calculait en regardant l'objectif d'étiage, hein, qui est quelque chose d'assez officiel, c'est-à-dire l'eau qu'il faut mettre dans les rivières pour que tous les usages se passent bien et que les milieux naturels soient suffisamment résilients hein, pour résister, c'est extrêmement important. On avait un déficit de 200 millions de mètres cubes. Et on sait que d'ici 2050, ce déficit, il va être multiplié pratiquement par 6, c'est-à-dire presque tous les 10 ans, ce déficit va doubler si on ne fait rien et en prenant une hypothèse de sécurité qui était une hypothèse de constance des usages, alors qu'on peut craindre que les usages augmentent. Alors évidemment, la solution, c'est la sobriété. La solution, c'est qu'on n'augmente pas les usages. Mais donc ce constat, c'est un déficit aujourd'hui de 200 millions. Donc on est à crédit dans nos usages de 200 millions de mètres cubes. Et ce déficit qui va vraiment se développer. Et donc la nécessité d'avoir un panel de solutions pour faire face à ce 1,2 milliard. C'est-à-dire qu'on serait à 50% de crédit en quelque sorte. Or, bon, les ressources ne font pas crédit. Hein, ça se saurait. Ouais. Bruno Leménager, vous disiez 20% de la superficie de la France, le territoire du sud-ouest, mais est-ce que dans ces 20%, il y a des situations très différentes selon qu'on soit par exemple au nord, vers la Charente ou la Charente-Maritime, ou le Pays Basque, ou l'intérieur des terres, dans les Landes ou ailleurs ? Oui, tout à fait. Je pense que la caractéristique de la ressource en eau, c'est que c'est un problème global avec le climat, mais en fait, les ressources sont toujours très locales. Donc, autant sur le sud du sud-ouest, il y a une alimentation par les Pyrénées, il y a des barrages hydroélectriques, il y a un peu plus d'1 milliard de mètres cubes. Alors, on en parlait avant. 1 milliard de mètres cubes, c'est pas beaucoup par rapport à ce qui est stocké dans les Alpes, mais enfin, c'est déjà ça. Dans le Massif central, sur la partie ouest, il y a à peu près 2 milliards de mètres cubes stockés, et puis il y a le manteau neigeux. Mais on sait qu'avec le réchauffement climatique, ce manteau neigeux va réduire. Et puis, il y a des bassins, comme le bassin de la Charente, qui, eux, ne bénéficient pas du tout de ressources montagneuses, qui ne sont pas alimentées ni par la neige, ni par, disons, une altitude qui permettrait aux précipitations au flux d'ouest atlantique de venir vraiment faire des précipitations importantes. Donc, la Charente, c'est pas pour pointer du doigt ce territoire, mais c'est un territoire qui vraiment a souffert. Et il y a des collectivités, notamment sur l'eau potable, qui effectivement se sont fait peur, si je parle un petit peu trivialement, ces derniers étés. Hein. On a autour de l'estuaire comme Royan, par exemple, hein, qui a vraiment eu des gros problèmes de ressources. Dans la Creuse aussi, des endroits où on n'avait jamais vu ça, en fait, hein, où les populations étaient plutôt sécurisées, parce que c'est des endroits en fait, où il y a beaucoup de petites sources. Et en fait, ces affluents-là ont séché. Il y a 3-4 ans, effectivement, il y a eu besoin de camions-citernes pour arriver à apporter l'eau aux habitants de ces départements-là. Donc, une situation dans le nord, finalement, alors qu'on pourrait penser que le sud est le plus séchant, voilà, une situation dans le nord qui est un petit peu incommode, on va dire. André Bernard, prenez le micro, donc président de la Chambre d'agriculture de PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes agriculteur vous-même. Justement, comment avez-vous constaté l'évolution de la situation, les conséquences de ce changement climatique, à la fois sur vos pratiques, sur la réalité de votre métier, disons, au cours des 30 dernières années, et plus particulièrement au cours des 10 dernières années?
D'abord, avant de parler de moi, je vais vous poser une question à tous. Parce que vous venez de parler du changement climatique au niveau planétaire. Non, mais Bernard, vous savez. Non, mais je sais, mais bon. On est de plus en plus nombreux sur la planète. C'est indéniable. Et ça va continuer. Et vous savez combien vous consommez d'eau tous chaque jour? 3 litres pour boire, 150 litres pour l'hygiène alimentaire et 2000 à 2500 pour manger. Parce que quand vous mangez un morceau de pain sec et une biscotte, avant d'être du pain sec ou une biscotte, il y a eu de l'eau. Donc cette eau aujourd'hui, effectivement, et j'arrive à mon métier, elle ne tombe plus de façon aussi régulière que ce qu'elle tombait avant. Donc cette eau, il faut qu'on arrive par des techniques qui permettent de l'économiser, c'est-à-dire par du goutte à goutte, par des systèmes de changement de pratique avec des couvertures de sol l'hiver, quand on est en culture annuelle, quand on est sur de l'arboriculture, la viticulture, par du couvert végétal pour limiter l'évapotranspiration du sol, par des pratiques techniques qui permettent de limiter l'évapotranspiration. Tout ça, nous y travaillons dessus, nous le développons aujourd'hui pour que cette eau qui est de moins en moins importante, qui tombe de façon beaucoup plus irrégulière, qui ne tombe pas au moment où nous en avons besoin, il faut qu'on puisse la stocker, la rendre disponible sur l'ensemble du territoire à un prix acceptable pour produire la nourriture derrière, parce qu'on ne va pas quand même, un pays comme la France qui a la chance de recevoir beaucoup d'eau, continuer d'importer des produits de pays qui n'ont pas cette chance d'avoir de l'eau. L'eau virtuelle que nous consommons, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse au niveau planétaire. Et moi, je vais revenir sur mon métier. L'agriculteur, il faut qu'il puisse produire, c'est sa vocation première, il faut qu'il puisse faire vivre un territoire et rendre des services sur l'environnement. Mais pour ça, il faut qu'il puisse disposer de l'eau à un moment donné. Vous avez fait allusion effectivement au stockage. Et ma région, le Grand Sud, PACA, hein, et si vous êtes venu en vacances dans le Sud-Est, sûrement vous êtes venu sur la Côte d'Azur ou à Marseille ou en Provence, vous êtes venu et vous avez bu de l'eau qui a été stockée par ces reponçons à Le Verdon, qui est distribuée par des réseaux. S'il n'y avait pas tout ça, vous ne seriez pas venu parce que ça serait Jean de Fleurette partout. Donc effectivement, nos arrière-grands-pères ont compris que ce qui allait se passer. Et nous devons aujourd'hui, en France, rattraper le retard que nous avons pris par rapport à nos partenaires méditerranéens européens en stratégie d'aménagement hydraulique, de politique d'aménagement territorial, au même titre qu'on fait des autoroutes, qu'on fait des aéroports. Il faut aussi qu'on soit capable de stocker de l'eau, de la rendre disponible là où il faut, d'en faire l'usage le plus économe possible. Parce que cette eau, il faut d'abord commencer par l'économiser, il faut savoir la partager avec les autres, mais pour faire tout ça, il faut qu'elle soit sécurisée. Parce que si elle n'est pas sûre, vous ne la lâchez pas. Donc effectivement, nous avons un challenge énorme. Et l'agriculture aujourd'hui a devant elle un champ énorme de progression technique par les sondes capacitives qui permettent de réduire le volume de l'eau consommée à l'hectare, par des techniques des évolutions variétales, par des techniques de protection des cultures. On y arrive. Et je terminerai mon propos parce que je crois qu'il faut qu'on passe la parole aux autres. Ben oui, et permettez-moi quand même j'ai aujourd'hui 63 ans. Quand j'avais 10 ans, j'étais avec ma pelle pour pousser l'eau dans le rang. Parce qu'il fallait que l'eau aille jusqu'au bout pour que la plante qui était au bout du rang ait un peu d'eau pour arriver à produire. Et nous estimons que je consommais à l'hectare 40 à 50 000 mètres cubes pour arroser un hectare de tomates industrie. Quand je me suis installé, à 20 ans, j'ai acheté des asperceurs et des enrouleurs, et là, on est tombé à 7 000 mètres. 10 ans après, je suis passé au goutte à goutte, et là, on est tombé à 5 000 mètres cubes. Et aujourd'hui, grâce aux sondes capacitives avec du pilotage ajusté, on peut descendre à 2500 mètres cubes. Voilà, en 50 ans, le chemin parcouru. Voilà ce que vous, les jeunes, ceux qui seront dans l'agriculture demain, vous devez faire. Parce que cette ressource, elle est indispensable à la vie. Il faut qu'on sache la stocker, la partager et l'optimiser. Et les techniques d'irrigation qui sont poussées au maximum pour vérifier l'usage qu'en fait la plante et la disponibilité qu'on doit mettre à la plante au moment où il faut. On a beaucoup de champs à explorer. Et je pense qu'effectivement, plutôt que, même si on doit prendre peur par rapport aux propos que vous avez tenus, il faut aussi qu'on soit en capacité de se projeter dans un avenir où chacun d'entre nous, on va contribuer à cet équilibre, on va avoir une consommation la plus sobre possible, parce que là aussi, il y a peut-être des économies à faire dans l'agriculture, mais il y en a aussi à faire à côté.
Parce que quand je vois des ronds-points arrosés avec de la pelouse verte chez moi en Provence, en plein été, je me pose quand même quelques questions. Et c'est surtout quelquefois avec de l'eau potable. Mais merci, monsieur Bernard. Vous sentez la passion dans le propos de monsieur Bernard. Merci pour ce témoignage. Monsieur Botsung, c'est pas facile de prendre la parole juste derrière. Vous êtes bordelais depuis 30 ans. Surtout sans accent provençal. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, il y a l'accent bordelais aussi, mais c'est pas toujours évident. Alors, on voit les problématiques générales, problématiques du bassin Adour-Garonne, problématiques en PACA. Vous, monsieur le ménager le disait, Bordeaux est une métropole qui se développe. Il y a un peu plus de 200 000 habitants la ville, 800 000 habitants, grosso modo, l'agglomération. Quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, vous, aujourd'hui, et quelle est la situation réelle sur le terrain? Alors, peut-être d'abord, merci de me donner la parole. Donner quelques éléments pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la chance ou l'opportunité d'être venus à Bordeaux sur la métropole. Donc, la métropole, c'est 28 communes, c'est, comme vous l'avez dit, à peu près 800 000 habitants, mais c'est aussi un territoire de 55 000 hectares. Et en fait qui draine à peu près 90 000 hectares parce qu'il y a une forme d'amphithéâtre qui fait qu'on draine une bonne partie de territoires ruraux autour. Et donc ça donne un potentiel, on a une pluviométrie annuelle de l'ordre de 900 mm. Et donc on est sur un potentiel de pluie à récupérer, à valoriser, etc., de l'ordre de 800 millions de mètres cubes par an et de pluie efficace de l'ordre de 300 millions de mètres cubes. Donc on voit le potentiel et ce qu'on peut faire derrière. Donc la préoccupation sur Bordeaux historique, c'est la lutte contre les inondations, suite notamment à 2 orages importants dans tout début des années 80 qui ont conduit les élus à prendre des décisions extrêmement fortes. Dès le début des années 80, on a investi à peu près 1 milliard d'euros depuis 40 ans sur le sujet. Et on était dans une logique un peu hygiéniste au départ, qui est la logique classique, c'est-à-dire je collecte, je fais transiter la goutte d'eau qui tombe le plus vite possible vers le milieu pour l'évacuer et limiter le risque pour les biens et pour les personnes. Et évidemment, au fil du temps, on a fait évoluer notre doctrine. Dans les années 95, on a sorti le premier guide de ce qu'on appelle les solutions compensatoires, parce que face à ces problèmes d'inondation, en fait, il y a eu 2 réactions. Une première, c'est de mettre en œuvre, ce que je vous dis, le milliard d'euros qui consiste en des équipements publics, essentiellement des gros collecteurs, des bassins d'orage, des stations de pompage, un système de contrôle centralisé. Et en parallèle, d'inciter, dans le cadre du développement urbain, des autorisations d'occupation des sols et des permis de construire, à ce qu'on appelle la mise en œuvre des solutions compensatoires, avec 2 objectifs. Le premier, c'est de pouvoir continuer à développer l'urbanisation. Donc il y avait 6 000 hectares qui ont été ouverts à l'urbanisation à l'époque. Alors ça paraît incongru aujourd'hui, mais il faut se replacer dans le contexte des années 80. Donc l'ouvrir. Et le deuxième sujet, c'est de ne pas augmenter le risque d'inondation pour les zones déjà construites à l'aval. Et donc aujourd'hui, dans notre système d'information géographique, on recense plus de 3000 solutions, mais il y en a probablement beaucoup plus. C'est un minorant. Et donc dans les enjeux, les réflexions qu'on a aujourd'hui, il y a à aller au-delà de cette problématique, on va dire, de lutte contre les inondations en favorisant l'infiltration, le stockage, mais aussi de travailler à la logique de stockage-restitution et donc d'aller plus loin dans la réflexion. Évidemment, les problématiques, on va dire plus locales, c'est, Bruno le disait, chaque collectivité a une singularité dans la gestion de son eau, de son petit cycle. Sur Bordeaux, la caractéristique, c'est qu'on a 80% de nos ressources qui sont des ressources souterraines dans des aquifères profonds, on va dire d'excellente qualité, et 20% qui sont liés à la recharge et à la pluviométrie hivernale. Voilà, donc ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, évidemment, c'est des sujets qu'on partage avec tout le monde. C'est la question du soutien d'étiage sur nos cours d'eau, la question de la recharge des nappes, la question de la biodiversité en ville, la question des îlots de chaleur, etc. La question de l'agriculture de proximité avec l'autosuffisance alimentaire, où là aussi il faut qu'on puisse donner à vos collègues les moyens de continuer à travailler sur l'agglomération. Donc on a on va dire des problématiques relativement classiques, mais qui sont à décliner spécifiquement. Et on en reparlera probablement tout à l'heure avec des solutions qu'on essaye de mettre en œuvre localement dans un contexte qu'on partage tous d'adaptation. Oui, bien sûr. Les solutions, effectivement, doivent être adaptées à chaque territoire. Peut-être, Marie Pettenati, vous allez nous en parler. Voilà un peu pour le panorama, le constat, l'état des lieux de la situation un peu partout. Marie Pettenati, j'ai envie de vous poser une question. Vous êtes hydrogéologue, donc au BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas raisonner par rapport à ce problème de l'eau, de la ressource, en oubliant
petit cycle de l'eau, parce qu'on a toujours différencié petit cycle de l'eau et grand cycle de l'eau. Est-ce qu'au fond, il ne faut pas balayer tout ça et se dire que tout ça fait partie du grand cycle de l'eau? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien oui, en effet, on est en train de reconnecter en fait tous les cycles, puisque là, on en parlait, l'eau, elle va se trouver en ressources au niveau des eaux de surface, hein, au niveau des fleuves. Donc, il faut veiller à ce que les débits restent suffisants dans cette ressource-là. Et puis, on a la ressource en eau souterraine, sous nos pieds, et qui est un bien commun et qui est parfois et souvent bien invisible. Et on ne pense pas à ces connexions entre les différents compartiments. On voit bien ici, on est réunis avec l'agriculture, avec les métropoles. Et donc, on ne peut plus penser sur le petit cycle et grand cycle, parce que lorsqu'on va agir en amont, on va avoir des influences sur l'aval, on va avoir des influences sur la disponibilité de cette ressource bien commune pour tous, dans différents usages. Et donc là, ça nécessite de fondre ce petit cycle dans le grand et de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place justement pour améliorer, retourner à des équilibres quantitatifs et qualitatifs acceptables pour cette ressource. Donc c'est vrai qu'on est plus en plus en train de penser à différentes mailles, à différentes échelles. Et à ce propos, on a... au BRGM, on est un métier quand même de base de cartographie, et on regarde en fait ces différentes échelles pour le cycle, pour comprendre quelles sont les images qu'on pourrait obtenir au niveau des territoires, au niveau des bassins et au niveau également des métropoles sur l'état de la ressource. Déjà faire un état des lieux et ensuite comprendre ce qu'on pourrait mettre en place pour, au-delà bien sûr de la sobriété qui est le mot d'ordre, mais là je vais rejoindre monsieur le ménager là-dessus, il faut avoir une compréhension raisonnée de ce qu'on va pouvoir mettre en place pour rétablir ces équilibres, mais en même temps je rejoins monsieur Bernard sur le fait qu'on a une augmentation démographique, on a des usages qui ne vont pas cesser d'être là. Et donc, c'est une combinaison de tout ça qui fait qu'on ne peut plus penser sur une échelle trop petite. Il faut savoir intégrer le cycle à cette plus grande échelle. Vous parlez d'échelle trop petite. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'échelle du temps qui est primordiale? C'est-à-dire qu'on est face à une urgence et en même temps, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on veut mettre en place. Il faut prendre le temps de la réflexion. Vous parlez de cartographie. BRGM met des cartographies à disposition de tout le monde, y compris du grand public. Est-ce qu'il faut vraiment prendre le temps de la réflexion pour adapter à chaque problème une solution précise, individuelle pour chaque territoire? Est-ce que c'est ça votre point de vue? Il faut du temps parce qu'il faut le temps de la concertation. Et là, ça, c'est important parce que, comme on dit, c'est une ressource qui est partagée. Donc, il faut que tous les acteurs soient autour de la table. Il faut savoir identifier les besoins et comment on peut raisonnablement mettre en place avec des équipes pluridisciplinaires, hein, parce qu'on l'a dit, hein, on a parlé de l'agroforesterie, de l'agroécologie, de l'adaptation aussi, des pratiques pour diminuer en fait la quantité de ressources utilisées pour les usages. Et ça demande de la concertation pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place pour rendre la ressource disponible pour tous dans une dynamique effectivement territoriale. Et là, on va avoir des choses très différentes en fonction de la disponibilité de la ressource, des acteurs, des enjeux économiques de chaque territoire. Donc ça prend du temps. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être poussé, on en parlait tout à l'heure avant la table ronde, hein, par des volontés fortes et par des acteurs qui sont leaders aussi de cette réflexion. Donc là, on a un outil qui est mis en place et qui est mis en exergue aussi à la suite des assises de l'eau. Et dans le Varenne de l'eau agricole, on en parle aussi, sont les PTGE, hein. Ce sont les projets de territoire pour la ressource en eau. Et donc, c'est là où on peut décider de mettre en place des solutions pour rendre cette ressource disponible, certes, mais préserver aussi son intégrité. Bruno Le Ménager, on parle des solutions. Vous avez mis en place une stratégie, là, de façon assez récente sur le bassin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
à la lumière de ce que vous avez dit précédemment, c'est-à-dire que la situation est très différente selon qu'on soit en Charente ou en Pays Basque. Hein. Oui, tout à fait. Le premier point, je pense effectivement, c'est d'arriver à sortir de cette idée de petit cycle, parce que finalement, l'eau, il faut qu'on l'utilise plusieurs fois. C'est ça quand même un peu la grande nouveauté. Alors, c'est pas forcément une grande nouveauté technique, parce que c'était peut-être déjà le cas, mais maintenant, il faut compléter la sobriété, compléter les économies d'eau par cette réutilisation de l'eau. Et donc, c'est vraiment un axe extrêmement important. Les assises de l'eau, d'ailleurs, avaient conclu qu'il fallait multiplier d'ici 2025 par 3 le coefficient de réutilisation de l'eau. On est très, très faible en France là-dessus. On est à autour de, je crois, 0,2 ou 0,3%. Donc d'arriver au 1% dans un temps court. Et donc c'est important aussi que l'État, que les collectivités, que les responsables politiques, que les usagers aient aussi des objectifs à temps court. Parce que sinon, si on parle toujours de 2050, on est effectivement sidéré par les images et puis on se dit, on est découragé parce que c'est trop loin dans le temps. Donc très rapidement, la stratégie du bassin à Dour-Garonne qui a été en fait votée en septembre et qui répond donc à ce diagnostic que je partageais avec vous de 2018, donc de ces fameux 1,2 milliard, c'est de dire on peut arriver à pratiquement réduire de moitié ce déficit en cumulant les différentes solutions, les différents panels de solutions. Le message, c'est qu'il n'y a aucune solution en soi toute seule qui arrive à résoudre ça et qu'il faut effectivement associer le local pour déployer les solutions. Donc les solutions, on en a parlé, c'est tout ce qui est solutions fondées sur la nature, agroécologie, donc stocker dans le sol, changer les pratiques pour que les gouttes d'eau soient beaucoup mieux utilisées, beaucoup mieux optimisées dans la production agricole, qui est dans la production agricole, qui est indispensable pour la vie des territoires. C'est aussi faire une meilleure gestion des stockages existants. Il y a un rapport national, le rapport Locos, qui est sorti, qui dit que nous, au niveau de notre bassin, on était à 160 millions de stockages, de soutien d'étiage sur ces 3 milliards dont je vous parlais. On va essayer de le doubler, d'arriver à 320. C'est le type d'ouvrage dont parlait M. Bernard, donc des ouvrages structurants. Voilà. Créer de nouveaux petits ouvrages, peut-être une centaine de millions de mètres cubes, faire plus d'économies d'eau chez les industriels, dans les collectivités, évidemment, pareil, peut-être une centaine de millions de mètres cubes. Donc, mis bout à bout, on est autour de 600 millions de mètres cubes. Et puis, il y a une question d'organisation, de partage de l'information qui est extrêmement importante pour qu'on n'ait pas des acteurs qui se disent je suis un peu la cible, pourquoi on s'acharne sur moi? Pour que tout le monde y aille ensemble. Parce que c'est facile, tant qu'on n'est pas face à la crise, un petit peu d'incriminer les uns les autres et de dire bah oui, mais lui, il n'avance pas, etc. Donc il y a une idée vraiment de solidarité intragénérationnelle, parce qu'effectivement, on fait ça, vous le disiez, Monsieur Bernard, c'est pour ceux qui suivent dans le temps, hein, c'est pour ceux qui ont besoin de cette eau pour vivre et puis développer des activités économiques. Une solidarité amont-aval, évidemment, parce qu'il y a souvent beaucoup plus d'eau à l'amont, et puis à l'aval, si on a mal géré, il n'y a plus rien. Or, sur le littoral, ça ne vous a pas échappé, c'est peut-être pas aussi fort sur la Côte d'Azur, mais sur le littoral charentais, sur le littoral landais, et sur le littoral girondin, il y a énormément aussi, c'est là qu'il y a le développement des collectivités et du tourisme, et donc une solidarité aussi financière, d'où le rôle des agences de bassin, de mettre en commun ces 240 millions d'euros qu'on a par an. Et dans le plan d'adaptation au changement climatique, on sait qu'il en faudrait 3 fois plus. Et en fait, il va falloir 600 millions d'euros d'investissement chaque année pour arriver à passer le cap, en quelque sorte. Pascal Botsung, vous, sur une métropole comme la métropole de Bordeaux, quelles solutions mettez-vous en place? Bruno Le Ménager disait c'est en fait un panel de solutions, il n'y a pas une recette magique, il y a plusieurs recettes magiques. Alors vous, ça passe par quoi? Alors, comme Monsieur Bernard, je ne vais pas répondre à votre question tout de suite. Je voulais juste rebondir un peu. Vous pourriez faire de la politique, tous, j'ai l'impression. Non, il faut d'autres qualités que juste changer de question au dernier moment. Allez-y. Je voulais juste rebondir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure par Marie, notamment sur les questions de gouvernance et de transversalité. Parce qu'à l'échelle de la métropole, c'est aussi une difficulté opérationnelle. C'est-à-dire que je vais revenir sur les techniques ou les solutions qu'on peut mettre en place, mais au-delà de la technique, la difficulté à laquelle on se heurte le plus souvent aujourd'hui, c'est le développement de toutes les compétences qui sont appelées dans ces questions-là. On parle de techniques hydrauliques, on parle de végétalisation, d'un projet à 1 million d'arbres sur la métropole, de diminution des problématiques d'îlots de chaleur. Donc tout ça, ça nécessite des experts et des compétences. Et comment on fait travailler tous ces gens ensemble? Et une des difficultés opérationnelles qu'on a, c'est ce sujet-là. Comment j'anime
un groupe d'experts, un groupe de travail dans le cadre d'un projet global. Et par rapport à ça, on essaye d'avoir des réponses. Alors, elles ne sont pas parfaites, elles sont en évolution. On met en place aujourd'hui dans la direction générale de la transition écologique et ce qu'on appelle des ressources essentielles à la métropole, une direction dans laquelle on a des ressources en termes d'animation de la transition écologique. C'est-à-dire des gens, des experts justement de l'animation. Au-delà des sciences dures, il faut qu'on introduise des sciences molles aujourd'hui dans nos métiers et dans l'hybridation de nos agences. C'est pour ça que j'en profite aussi pour le dire aux étudiants qui sont là. C'est-à-dire que demain, les métiers, il faut à la fois des ingénieurs hybrides hydrauliques, systèmes d'information, mais il faut aussi des ingénieurs hybrides hydrauliques, sciences molles, psychologie, etc., pour comprendre les leviers du changement de comportement, etc. Je me permettais de le dire parce que ça me paraît très important. Quant aux solutions qu'on met en œuvre, ce que je vous disais, c'est que dès le début des années 80, on a mis en place des solutions compensatoires pour permettre de continuer le développement de l'urbanisation avec une logique plutôt de stockage et de régulation du débit vers l'aval, d'éviter d'avoir des débits instantanés trop forts, et donc une préoccupation hydraulique. Dans les années 90-2000, évidemment, on a commencé à se dire qu'infiltrer, c'était aussi bénéfique pour les nappes, pour le soutien d'étiage. Et aujourd'hui, la question qui est devant nous, et sur laquelle on travaille, mais qui est encore beaucoup devant nous, c'est comment je valorise l'eau qui tombe au droit de l'endroit où elle tombe, ou le plus près possible. Et donc, par rapport à ça, je dirais, alors c'est assez amusant de voir dans la presse spécialisée le retour en grâce des solutions compensatoires ou des techniques alternatives. On a l'impression qu'on redécouvre ça, alors que ça fait 40 ans qu'on en fait, qu'on en a plusieurs milliers sur la métropole. Bon, mais il y a des endroits où visiblement on fait aussi du marketing, donc ça fait partie. Tant mieux si ça marche et qu'on puisse s'en servir et que ça redevienne au goût du jour, mais ça n'a pas vraiment une découverte. Ce qui est complémentaire, c'est ce qu'on peut faire en matière de stockage-restitution. Marie parlait de cartographie, donc on avait dans le cadre de la délégation du DCE de la DSP assainissement qu'on a passé en 2018, on avait incité les candidats à réfléchir à ces questions-là, et donc le délégataire actuel a apporté un certain nombre de réponses à ça, et on est en train de mener un projet avec le BRGM et l'opérateur, qui est la société dédiée qui s'appelle Assabom sur Bordeaux. Justement des projets qui doivent nous permettre d'avancer dans ces sujets. Il y a deux points importants. Le premier, c'est une cartographie d'aptitude à l'infiltration et au stockage, et in fine à la réutilisation des eaux de pluie sur laquelle on travaille. Et le deuxième sujet, c'est, parce que là je rejoins ce que disait Bruno, il faut aussi il faut montrer des choses concrètes, il faut montrer qu'on peut matérialiser les choses et pas se dire qu'on aura des solutions dans 20 ans. Donc la politique des petits pas, c'est extrêmement important, et donc on a aussi dans ce projet un démonstrateur, un pilote, enfin c'est plus un pilote parce que c'est un bassin d'orage qui existe en vrai, et dont on va compléter les fonctionnalités par de l'infiltration et une étude sur la capacité à réutiliser l'eau au droit de ce bassin, avec des usages qui restent à déterminer. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, ce type de solutions sur lesquelles on travaille. Donc là, on était, je dirais, sur des solutions proposées par l'opérateur du service d'assainissement, mais on est conscient sur la métropole qu'il faut qu'on aille bien au-delà et qu'on multiplie ces solutions fondées sur la nature ou autres, pour acquérir en fait aussi une technicité et compléter notre guide des solutions compensatoires par un guide des solutions de valorisation des eaux de pluie. André Bernard, quand vous écoutez Pascal Botsung évoquer la difficulté pour une collectivité, une grosse collectivité comme Bordeaux, mais c'est la même chose à Toulouse, ça peut être la même chose à Lyon, la difficulté de travailler en transversalité et non plus en silo, parce que chacun a son territoire, etc. Est-ce que vous rencontrez le même type de frein, vous, dans vos discussions, parce que vous faites partie du Varenne de l'eau, vous êtes vice-président national des chambres d'agriculture, les mêmes difficultés face à l'administration, donc à l'État, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience et que les réponses peuvent être apportées plus rapidement qu'elles ne pouvaient l'être, et qu'on puisse être un peu plus disruptif qu'on ne l'était jusqu'à aujourd'hui? Alors oui, effectivement, je crois que la prise de conscience, elle est évidente, parce que les chiffres sont là. On voit bien la perte de production de l'agriculture française depuis quelques années. Je rappelle que les années 2015 à 2020 ont été des années très sèches, avec des impacts très forts, puisque l'agriculture a perdu globalement plus de 2 milliards de chiffre d'affaires par la production, par la sécheresse, que nos éleveurs ont importé du foin produit en Espagne. Donc là, je crois que celui qui ne veut pas comprendre, c'est qu'il veut pas, il est vraiment buté. Donc effectivement, il y a une prise de conscience au plus haut niveau de ce problème-là. Et je crois que personne ne détient la solution seul.
Et on la trouvera que si on se met tous à table autour d'une même table. Effectivement, on a eu des discussions, on a des discussions qui sont quelquefois très tendues, avec un certain nombre d'ONG ou de représentants du ministère de l'Environnement, mais progressivement, je dirais, je considère que ça se détend de leur côté, et que du côté du monde agricole que je représente, il y a aussi un effort de compréhension et de communication sur ce que nous faisons. Parce qu'effectivement, l'irrigation, ça a été souvent présenté comme étant le moyen de surproduire pour exporter ou pour faire je ne sais trop quoi, alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la souveraineté alimentaire de la France est menacée et qu'arriver à produire ce dont nous avons besoin sur notre territoire est quand même important. Et que pour ça, je pense qu'il y a un véritable dialogue qui est en train de se construire. Alors, je ne vais pas vous faire tout mon parcours, mais j'ai fait partie de ceux qui ont fait la mission Biche, qui sont à l'origine des PTGE. Et les PTGE, les projets de territoire de gestion de l'eau, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on se met autour d'une table. Alors, il y a les grandes collectivités, mais le monde agricole, il est essentiellement en zone rurale. Et que quand on veut aménager ou sécuriser l'eau sur un territoire, eh bien, il faut qu'on se mette tous autour de la table, agriculteurs, les collectivités, les autres usages, et qu'on regarde voir, et bien sûr en explorant, en utilisant toutes les compétences que peut fournir le BRGM ou d'autres, ou les agences de l'eau sur des données, quelles solutions on peut construire localement. Et que localement, on fasse chacun un pas, et que derrière, nos administrations agissent rapidement. Moi, ce qui me heurte le plus aujourd'hui, c'est que le monde scientifique a démontré que le monde économique est en train de démontrer que les choses sont là. Mais aujourd'hui, on a une inertie, je m'excuse si dans la salle il y a des fonctionnaires, de la part de la fonction publique. On prend trop de temps. Regardez ce qui s'est passé en Espagne sur ces 30 dernières années. Ils ont rejoint l'Europe en 92. Ils ont utilisé les fonds européens pendant 40 ans pour mener une politique de stockage de l'eau. Ils sont peut-être allés trop loin. Mais aujourd'hui, ils sont capables de stocker la moitié de l'eau qui leur tombe sur la tête chaque année, quand nous sommes capables de stocker moins de 4%. Donc il y a un peu un delta. Après, effectivement, qu'on améliore les techniques, et c'est tout le travail que nous faisons, parce que la ressource, il en faut, mais il faut aussi trouver, la première chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'économiser. Comment je peux réduire le besoin pour mes plantes de l'eau? Quelles sont les pratiques qui vont me le permettre? Changement de date de semis, changement d'espèces, conduite différente des cultures, agroforesterie, ombrière dynamique, photovoltaïque, agrivoltaïsme, tout ça sont des solutions que nous devons déployer, que nous sommes en train d'expérimenter, que nous pouvons déployer. Mais là aussi, excusez-moi, l'administration, quelque part, quand je vois qu'on n'arrive pas à construire des serres agrivoltaïques ou des ombrières dynamiques qui ont démontré qu'on pouvait faire 30% d'économie d'eau, qu'on se met à l'abri des événements climatiques majeurs, et qu'aujourd'hui, le blocage, il vient de la part de l'administration qui ne veut pas qu'on fasse ces investissements-là, qui sont payés par le soleil, qui ne coûtent rien à l'État, qui ne coûtent rien aux contribuables. On va produire de l'énergie, on produit de sous en économisant de l'eau. Et bien aujourd'hui, on se heurte à ce blocage-là. Donc vous comprenez qu'il y a des moments où ça peut monter dans le ton, quoi. On a bien compris, je crois que la salle a bien compris également. Marie Péténati, justement, est-ce que les solutions, on voit bien qu'elles existent, elles sont diverses, elles sont multiples, on peut les adapter en fonction des territoires. Après, est-ce qu'il ne manque pas le ou les leviers politiques, même si on a le sentiment quand même qu'il y a une réelle prise de conscience? Après, il faut que les actes suivent ou les décisions suivent. Oui, je pense que de toute façon, sans levier politique, on ne peut pas avancer. Il faut faut que ça pousse, en fait, là-dessus. Alors, on a des outils. Il y a eu les assises de l'eau qui sont revenues sur l'intérêt aussi des projets de territoire, des solutions fondées sur la nature. Maintenant, il y a le Varenne de l'eau où il faut être très attentif. Et ça permet aussi de faire croiser les mondes entre le monde de l'eau, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Transition écologique. Il faut qu'on réussisse à trouver des réponses pragmatiques et des leviers, effectivement, qui sont économiques, mais qui sont aussi de gouvernance. Et c'est là que nous, on peut intervenir, le BRGM, dans la proposition d'outils qui permettent de mettre tous les acteurs autour de la table. On parlait, Monsieur Boutsoum parlait de la cartographie qu'on a proposée sur la métropole de Bordeaux. Au-delà d'un outil technique, c'est un outil qui est visuel, qui permet en fait d'intégrer des informations de différentes natures sur un même outil cartographique et qui permet d'identifier les usages, identifier les besoins
identifier les zones physiques qui sont capables d'avoir une capacité de rétention de l'eau, d'infiltration et de stockage. Et donc, c'est ces outils-là vers lesquels il faut vraiment se tourner. On appelle ça des outils d'information et de communication. Ça peut passer par la cartographie, mais ça peut passer aussi par des plateformes participatives de façon web. Et toute la co-construction de ces outils-là sur un objectif donné, là, en l'occurrence, c'est comment on gère le stockage, l'infiltration des eaux de pluie sur une métropole. Comment on peut fournir cette information au plus grand nombre et discuter sur les personnes les moins techniques mais qui savent identifier le besoin de ce qu'on peut mettre en place pour une meilleure gestion intégrée de la ressource en eau. Mais je crois que la volonté politique, elle est là, mais après, ça se transforme par des actes concrets sur les territoires, bien sûr, et puis le nerf de la guerre, les leviers financiers. Là, l'agence Adour-Garonne nous finance ces projets. Donc ça avance et je pense que ça doit prendre de plus en plus d'ampleur sur ce côté-là. Bruno Le Ménager, vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on démarre cette tribune, que parfois les élus ont un peu des difficultés avec ça parce que ce sont des sujets quand même très très techniques et qu'ils sont capables de réagir immédiatement quand il y a un phénomène de sécheresse ou d'inondation. On a vu des exemples très 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 récents, que ce soit dans le Midi ou en Lot-et-Garonne récemment, etc. Mais que appréhender tous ces sujets-là demande une certaine acculturation et qu'ils ne l'ont pas forcément. Donc ça, et en même temps que le temps long de mise en place de ces solutions coïncide pas forcément avec le temps plus court de la vie politique, quoi. Oui, je pense que en fait, les élus sont comme tous les décideurs, quoi. Ils se retrouvent devant quelque chose qui est assez compliqué, qui est assez technique. Donc, c'est sûr que les agriculteurs ou les industriels, leur viabilité économique en dépend tout de suite. Donc là, il y a toujours urgence. Et j'allais dire, ils considèrent ça comme des intrants et c'est traité. Les élus, je pense qu'effectivement, c'est pas facile pour eux, parce que quand on est dans une crise de sécheresse ou une crise d'inondation, et bien là, il y a constitution, souvent avec l'aide de l'État, disons d'un tour de table où on a tout le monde à l'échelle du bassin versant, mais quand on est en dehors de ce thème de la crise, de cette période de crise, l'impression, c'est ça, c'est que les choses sont invisibles, elles sont compliquées à comprendre. Le BRGM le dit, il faut arriver à faire des cartes, il faut arriver à rendre visible à quelle échelle il faut agir. Et ça dépend de la ressource. Par exemple, pour Bordeaux Métropole, c'est vrai que cette ressource en eau, elle est à l'échelle du département, elle est à l'échelle girondine, donc il faut bien arriver à placer le débat à cette échelle-là. Donc les cartes sont très importantes pour rendre compte de la bonne échelle à laquelle il faut dialoguer. Mais après, il y a d'autres choses invisibles. Il y a le circuit de l'eau, on en a parlé, c'est-à-dire cette réutilisation de l'eau. Il faut aussi permettre aux gens et aux élus de comprendre que la réutilisation à grande échelle, elle est possible. EDF fait ça très bien. Quand il turbine, souvent, il turbine 3-4 fois la même goutte d'eau. Donc continuer à le faire à l'échelle du bassin versant et des collectivités qui sont pas forcément habituées à parler ensemble. C'est des voisins, mais bon. Et puis, il y a l'invisibilité économique, c'est-à-dire effectivement ce fait que il faut arriver à valoriser au maximum la goutte d'eau. Et là, on retrouve la question agricole, de dire il faut s'assurer que en fait la quantité d'eau donc qui va être restreinte est utilisée pour le meilleur usage, pour les usages, on l'a dit, de l'indépendance, la souveraineté alimentaire. Et ça, c'est un peu des nouveautés. C'est pas forcément simple. Avant, il y avait une fausse sécurité. C'est un peu comme dans la sécurité routière. En plus, souvent les comportements à risque qui sont pris quand on a une fausse sécurité. Donc c'est vrai que ces aspects-là, franchir ces 3 barrières d'invisibilité, on l'a dit, les territoires, la bonne échelle, le trajet physique de l'eau, pareil, encore la bonne échelle, et puis le trajet économique de l'eau, sachant qu'en plus, au niveau économique, c'est pas de maximiser le bénéfice. L'idée, c'est, ce bénéfice, il vient bien d'une charge, d'un chiffre d'affaires auquel on retire une charge. Et parfois, avec l'agroécologie, c'est parce que les charges sont faibles qu'on arrive à avoir un bénéfice maximal. Alors qu'avant, avec beaucoup d'intrants, avec beaucoup d'énergie,
on arrivait à maximiser les bénéfices, et maintenant, tous ces modèles-là sont remis en cause. Il n'y a pas que dans le domaine de l'eau que c'est remis en cause, c'est dans le domaine de l'énergie aussi. Donc, chaque décideur est aussi obligé de revoir ses calculs, et donc là encore, pour les élus, c'est quelque chose de pas simple, quoi. Ouais. Pascal Bodenouk, est-ce que vous êtes confronté, vous, à Bordeaux Métropole, à cette question-là de l'invisibilité dont parlaient les 3 barrières d'invisibilité dont parlait Bruno Leménager? Et est-ce que vous, en tant que technicien, vous êtes directeur de la délégation de l'eau à Bordeaux Métropole, vous avez du mal à convaincre les décideurs de la pertinence des solutions que vous proposez? Alors, bon, sur les 3, je vais peut-être pas répondre sur les 3, mais enfin, c'est vrai que l'éco-bénéfice, enfin, ce qu'on peut appeler l'éco-bénéfice, c'est-à-dire ce qui n'est pas monétarisable, ou en tout cas pas directement monétarisable, on en comprend souvent les principes, mais on a du mal à les vendre et à les valoriser, c'est certain. Et dans les exemples qu'on met en place dans nos projets, là, justement, il y a une partie dans ce travail avec un thésard qui travaille sur l'approche économique et sur l'approche des co-bénéfices, mais entre guillemets sourds ou invisibles. Et c'est toujours une question très compliquée de comment je valorise le fait que, en réutilisant l'eau, je peux peut-être contribuer à arroser pendant les 3 premières années des plantes qui vont participer à des îlots de chaleur, à des rafraîchissements, etc. C'est un sujet compliqué. Convaincre nos élus, je dirais que paradoxalement sur la métropole, ces sujets de transition écologique, d'améliorer la gestion de l'eau, c'est des sujets sur lesquels ils sont extrêmement appétents. La difficulté, c'est plutôt de leur apporter des solutions immédiates. Et là, on était sur la question de la temporalité. Et donc, la question des petits pas, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à montrer des choses opérationnelles rapidement et à essayer d'être en capacité de les généraliser. Et la question, elle est là, c'est comment je généralise à la fois dans la transversalité avec nos collègues, comment je démultiplie notre capacité. Ce n'est pas toujours une question financière, hein. Ce n'est pas forcément un problème de ressources financières, voire de ressources humaines. C'est plutôt un problème de capacité à se mettre en ordre de marche pour répondre à tel ou tel projet. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. Donc, ce que je disais un peu rapidement, on est passé d'un projet, on va dire, thématisé dans un contrat de DSP assainissement qui répondait à une commande de la métropole, hein, à quelque chose qu'il faut qu'on généralise pour devenir un projet transverse de la métropole, au même titre que d'autres projets de mobilité, le projet 1 million d'arbres, voilà. Et c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui, c'est justement de prendre le bâton de pèlerin et de convaincre mes collègues et de trouver des modes de faire pour y arriver, quoi. Et vous y arrivez à les convaincre? Eh ben, c'est un travail continu. Il faut être accrocheur. Moi, je suis à la direction de l'eau de la métropole, pas dans ma fonction, mais depuis 20 ans. Et sur le temps long, on voit des choses avancer. Et je trouve ça extrêmement gratifiant, justement. Bon, ça c'est bien, c'est plutôt positif. Je voudrais qu'on évoque une des solutions que Bruno Leménager a juste évoquée. Je vais lui redonner la parole dans une seconde. C'est à la fois André Bernard et Marie Pétenati, c'est la réutilisation des eaux usées. Oui. Bruno Leménager disait en France, on est à 0,3%. Alors que dans des pays comme l'Australie, comme Israël, où on manque d'eau, la Belgique également, et bien d'autres, on réutilise les eaux usées. J'ai même entendu hier, lors d'une table ronde, qu'à Los Angeles, donc en Californie, aux États-Unis, la réutilisation de l'eau usée était utilisée de l'eau potable. C'est-à-dire que voilà, cette eau que je bois, elle vient de l'eau usée. Bon. Est-ce que c'est une solution, Marie Pétenati, qu'en France, on n'arrive pas à utiliser parce qu'il y a une sorte de tabou, de blocage idéologique, de blocage, même pas idéologique, peut-être psychologique. C'est-à-dire l'eau usée, par définition, c'est sale. Hein. Je vais faire pipi, donc c'est sale, ça sent pas bon, etc. Et je m'imagine pas la boire dans ce verre. Est-ce que c'est un blocage psychologique, administratif? Comment vous voyez ça, vous? Alors en France, j'ose espérer que nous n'allons pas tout de suite boire nos eaux usées et qu'on va mettre en place des solutions beaucoup plus douces, voilà, et notamment les solutions fondées sur la nature pour... vous faites un blocage, vous, voilà. Alors, hein. Alors non, je ne fais pas un blocage, parce que je vais vous dire, en France, très tôt, on a eu un arrêté national sur la réutilisation d'eaux usées traitées pour l'irrigation.
donc qui définit des normes de qualité. Voilà. Donc ça s'est mis en place. C'est une demande qui se fait par arrêté préfectoral, hein. Ça suit le code de la loi sur l'eau. Voilà. Donc c'est des choses qui existent. À Clermont-Ferrand, il y a un grand site d'agricole qui est irrigué à partir d'eau usée traitée de la station d'épuration de Clermont. Donc c'est quelque chose qui se pratique. Alors effectivement, à l'étranger, sur des tensions, des stress hydriques énormes, vous évoquiez le contexte israélien, là ça va plus loin parce que là on va combiner cette réutilisation d'eau usée traitée avec du stockage en aquifère pour une irrigation, pour une pratique agricole. Donc moi, sur le côté blocage, pour moi, il n'y a pas de blocage en fait sur la Reyoute. Il y a des choses à mettre en place, encore une fois, sur les territoires. C'est très, très, très cadré, en fait, au niveau réglementaire. Là, je parle bien de réutilisation d'eau usée traitée directe en France, sans stockage en aquifère. C'est même cet arrêté national. Il a permis aussi d'avoir une réflexion à un niveau un peu supérieur, au niveau européen. Et donc, c'est une loi qui va rentrer en force en 2023 sur quelles sont les règles à suivre sur la Reyoute pour l'irrigation. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut être mis en place. Il y a beaucoup de projets qui sont en train d'être faits sur différentes régions. Je pense à la Vendée, voilà, avec le projet Jourdain. Qui est en train de regarder comment on peut réutiliser les eaux usées, traitées, parce que les traitements, on en a parlé hier sur le forum Agriculture et Climat, les traitements, on les maîtrise, on est tout à fait capable de fournir une eau de bonne qualité en fonction d'un usage donné. Par contre, encore une fois, à quel prix, à quel coût ? Est-ce d'intérêt sur un territoire où on peut mettre d'autres solutions qui sont beaucoup moins coûteuses en énergie, voilà, et qui sont beaucoup moins risquées, parce que la Reyoute, moi je pense que c'est vraiment pas une barrière psychologique. C'est aussi de savoir monter des projets qui sont comment dire, très cadrés au niveau technique pour le traitement. Donc ça, on sait faire. Et au niveau aussi du monitoring, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est de savoir si mon système il est pérenne dans le temps, si je ne vais pas avoir de risque sur une certaine, oui, on pense tout de suite à un impact sur la santé, voilà. Qu'est-ce que je mesure, quels sont les indicateurs, et c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille en recherche, c'est de développer des techniques d'analyse qui permettent de comprendre quel va être l'impact de ce genre de système sur la ressource en eau, sur les sols, comment vont s'accumuler, voilà, les contaminants qui peuvent se retrouver encore présents dans cette eau. Donc tout ça, si vous voulez, c'est des choses qui sont en phase d'être maîtrisées, mais qui sont voilà, assez bien cadrées. Donc je pense qu'on peut passer au-delà de la barrière psychologique pour la Reyoute. Pascal Boutsock, vous vouliez ajouter un mot sur le sujet, allez-y. Oui, juste en un mot, mais je voudrais juste compléter, où je ne suis pas tout à fait forcément aligné avec ce que dit Marie sur en tout cas la réutilisation des eaux usées pour produire de l'eau potable. Alors, souvent on faisait des enquêtes auprès des usagers bordelais, et en gros 50% des gens croient déjà qu'ils boivent de l'eau en sortie de station d'épuration. Donc, entre guillemets, la barrière psychologique, elle existe peut-être pas, mais en tout cas, elle est au moins la moitié. Voilà. Après, ce que je constate quand même, c'est qu'au niveau français, on a quand même une très grande frilosité à laisser l'expérimentation se mettre en place sur ces sujets-là. Moi, je le déplore. Alors évidemment, je suis d'accord, quand on a des solutions entre guillemets moins coûteuses et moins complexes, il faut les privilégier. Mais il faut pas les. Moi, sur Bordeaux, j'ai 100 000 mètres cubes sur une station en pleine ville. Je pourrais les réutiliser et régler mon problème de ressources instantanément, le temps de les construire. Et on sait qu'en Namibie, à Windhoek, on fait ça depuis les années 70. Donc il y a quelques endroits, vous le citiez, aux États-Unis, de manière très très ciblée, effectivement, dans des zones arides. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose, à titre exploratoire, que je n'ai pas envie de mettre de côté, même si aujourd'hui, le législateur ne me permet pas d'y aller. Mais en tout cas, j'en discute avec les élus ouvertement. Bruno Le Ménager, vous me disiez que vous avez lancé un appel à projet là, tout récent sur le bassin, sur ce sujet-là, avec quand même pas mal d'argent, 2 millions d'euros. Vous pouvez nous en parler ? Oui.
Ce qu'on a fait, c'est de se mettre en lien avec la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d'une entente. C'est une entente qu'on a créée avec le préfet coordonnateur de bassin parce que, effectivement, pour trouver des solutions globales à la bonne échelle et proposer des dispositifs, il ne faut pas agir seul. Donc, on s'applique le principe en premier lieu à nous. Et donc, on lance un appel à projet qui s'appelle ECO, qui va donc durer plusieurs années, pour lequel donc tous les partenaires, qu'ils soient industriels, que ce soit des collectivités, peuvent répondre. Donc d'ici la fin de l'année sous forme de note d'intention et d'ici la fin du mois de mars 2022 sous forme de projet sur la réutilisation donc des eaux non conventionnelles. Donc c'est 8 millions d'euros en fait qu'on va mobiliser, 4 millions agences et puis 2 millions d'euros pour chaque région. On espérera peut-être aussi d'ailleurs proposer à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est en partie sur le bassin, c'est pas encore fait, mais les discussions sont ouvertes. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces projets-là, parce qu'on a besoin de mettre en valeur ces projets qui réussissent, qui réutilisent donc les eaux usées, des eaux grises, éventuellement des eaux des nappes, donc des eaux de pompage aussi. Et dans un contexte où la réglementation est en train effectivement de s'ouvrir. Marie a parlé donc du décret sur la question agricole, mais actuellement en consultation. Si vous allez sur le site du ministère, il y a donc un projet de décret pour les autres usages, qui inclut éventuellement de l'usage eau potable indirect. Ce qu'on appelle indirect, c'est comme dans le fameux projet Jourdain en Vendée, c'est-à-dire non pas directement l'utiliser comme en Namibie ou en Californie, mais aller le mettre dans un stockage. Donc on retrouve en plus des combinaisons de solutions dont parlait M. Bernard. Le stockage est important, et oui, et notamment si on peut venir le réalimenter à partir d'une réutilisation d'eau, ou alors infiltré. Donc on voit qu'on est face à des hybrides de solutions, des combinaisons de solutions, et on a du mal à en parler parce que c'est à la frontière de questions psychologiques, c'est à la frontière de questions techniques où là encore les élus et les décideurs se disent oulala, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous vendre en fait par rapport à ça. Et puis il y a une certaine urgence et puis une incompréhension de voir d'autres pays qui continuent d'avancer. Donc voilà. Et puis cette suspicion un peu des corps d'ingénieurs d'être encore hygiénistes, un petit peu comme fin du 19e siècle, et de lutter contre la peste et le choléra, alors que on est face à une question d'assèchement. La pandémie aussi remet aussi pas mal de choses en cause. Donc c'est une crise, mais ça produit, je pense, des bons effets parce qu'on se rend compte qu'on peut remettre en cause des pratiques à des échelles qu'on n'imaginait pas avant. Ouais. Je parlais de barrières psychologiques et j'ai bien aimé votre expression. La sémantique est aussi importante des eaux non conventionnelles. Donc il y a l'eau conventionnelle et l'eau non conventionnelle. André Bernard, je voudrais vous donner la parole une nouvelle fois. À propos, on voit bien les solutions, elles existent, elles sont multiples en fonction des territoires, on peut les trouver. En revanche, ce qui manque parfois, c'est le nerf de la guerre, et notamment pour l'agriculture. Et vous militez pour qu'il y ait des aides à l'investissement sur toutes ces solutions techniques qui existent, non seulement pour économiser l'eau, mais pour trouver des solutions. Ouais. Alors, excusez-moi encore une fois de revenir sur votre propos, mais je voudrais quand même, sur la réutilisation des eaux usées, apporter quand même la vision de l'agriculture. Nous, on n'y est pas opposés, à condition que l'eau qu'on nous sert, on soit sécurisé. Aujourd'hui, les stations d'épuration savent enlever toutes les matières organiques, tout un tas de produits. Par contre, très peu savent enlever les résidus de médicaments. Et aujourd'hui, les principales pollutions de l'eau du Rhône, c'est les résidus de médicaments. Et la baisse de fertilité des milieux aquatiques et marins sont liées aux résidus de pilules contraceptives. Donc attention, oui, il faut travailler, il faut qu'on améliore la capacité de nos stations. Cette eau, effectivement, comme vous l'avez dit, il faut la faire circuler plusieurs fois, il n'y a pas de souci pour qu'on l'utilise. Mais que les consommateurs de nos produits ne viennent pas demain nous faire un procès. Et je pense que la bonne solution, ce sera le jour où effectivement on aura réglé ce problème de résidus de médicaments et que les consommateurs qui achètent du bio auront donné leur accord pour qu'on puisse arroser avec de l'eau recyclée. Et à ce moment-là, on avancera. Pour l'instant, l'agriculture est sur la réserve, veut bien avancer, mais il y a quand même quelques craintes, il faut qu'on les lève. Alors, je reviens sur le sujet sur lequel vous m'avez interrogé. Oui, effectivement. Aujourd'hui, quand on parle projet d'aménagement, de retenue, on se tourne vers l'agence de l'eau en priorité. Parce qu'elle a une mission, grâce aux contributions que nous payons tous, de contribuer à un aménagement, pour faire des aménagements, pour économiser l'eau, donc le stocker, la transporter.
Mais on ne pourra pas faire qu'avec l'agence de l'eau. Parce que l'État, à une époque, a financé des projets et aujourd'hui ne les finance plus. Hein, je veux dire, quand on regarde dans l'histoire, les grands projets ont été financés par des fonds d'État dans l'après-guerre ou même avant la Deuxième Guerre mondiale et surtout après la Deuxième Guerre mondiale jusque dans les années 70. Depuis, l'État ne met plus, on demande à l'agence de faire, elle le fait avec les moyens qu'elle a et ça reste limité. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur la planète, quand on voit les aménagements qui sont faits, notamment sur les pays européens méditerranéens, ils ont utilisé de façon très importante les fonds européens. Alors oui, il y a deux lignes. Il y a le FEADER qui est un circuit de la PAC, c'est-à-dire les fonds qui sont destinés à l'agriculture, qui reviennent pour financer une partie des projets au bénéfice de l'agriculture. Mais là où ce sur quoi nous travaillons en ce moment, c'est qu'au même titre que l'ont fait les Espagnols, les Grecs, les Portugais, les Italiens, et les Hollandais, on a le chercher du FEDER, c'est les fonds pour structurer l'Europe, et qu'on finance des aménagements de sécurisation en eau multi-usages, eau brute pour l'industrie, eau brute pour les usages de loisirs, eau brute pour les collectivités pour arroser les stades et les piscines, et remplir les piscines, et la sécurisation incendie. On a allé chercher ces financements-là. Et les collectivités, EPCI et départements doivent mettre une partie, doivent mobiliser les fonds du FEDER pour construire ce qui est du multi-usage. Et après, une fois qu'on va arriver sur la partie agricole, là, on va utiliser les fonds agricoles qui sont les fonds qui sont destinés à l'agriculture pour financer l'aménagement agricole. Mais on ne peut pas demander, sur le budget de la PAC, de financer l'aménagement du territoire. La PAC est un moyen de rester compétitif pour répondre aux attentes des consommateurs d'une alimentation sécurisée et pas chère, mais on ne peut pas financer. Donc il faut qu'on combine tout ça. C'est ce à quoi on travaille. Et puis, dans cette région, ici, nous avons un fleuve qui est important, qui s'appelle la CNR, le Rhône, qui est une compagnie nationale du Rhône, qui a une mission de développement et d'aménagement du territoire. Donc, effectivement, là aussi, il y a un travail qui est fait avec eux pour mobiliser ces fonds. Et la ressource, ben oui, la ressource sur le Rhône, on l'a. Parce que, pour bien comprendre, le 2 janvier au matin, on a fini de prendre l'eau agricole. Une journée du débit du Rhône, c'est ce que prend l'agriculture sur le Rhône, du lac Léman jusqu'à la Camargue. Demain, si on va jusqu'au 2 ou 3 janvier, on pourra peut-être arroser et répondre aux attentes des consommateurs. Oui, l'eau existe, elle est à proximité, on peut la mobiliser sur le territoire. Il y avait un projet, quand la CNR a été créée, de déployer sur 250 à 300 000 hectares l'irrigation. Ça n'a pas été fait. La loi date de 1931. Nous avons un retard à rattraper. Nous avons un besoin aujourd'hui qui est exprimé. Nous avons les techniques qui le permettent de le faire de façon, en économisant l'eau à la parcelle. On est à quelques centaines de mètres cubes à l'hectare quand on arrose du verger ou des vignes. Hein. Ce n'est pas de la submersion, c'est du goutte à goutte de l'agriculture d'irrigation de précision. Pardon. Qu'il faut faire. Donc l'eau, on l'a. Les moyens financiers, il faut aller les chercher. Et là, s'il y a des élus, il faut agir auprès des conseils régionaux, des conseils départementaux et de l'État pour qu'on mette en place cette ligne FEDER de sécurisation en eau sur les territoires, pour qu'on puisse mobiliser les fonds qui sont nos contributions européennes, pour les faire revenir sur les territoires et arrêter qu'elles partent tout en Espagne et au Portugal pour revenir derrière. Vous avez raison là sur la question de la mobilisation des fonds européens. C'est une députée européenne, Sophie Oconi, qui connaît bien et qui s'intéresse beaucoup à ces sujets de l'eau, qui dit que les régions françaises ne mobilisent pas suffisamment cet argent européen. Avant de vous donner la parole rapidement à chacun d'entre vous, je vais peut-être solliciter la salle. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions, des remarques, des témoignages ou des questions pour nos invités? N'hésitez pas, on va vous transmettre un micro si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous manifester. Oui, monsieur, ici. Et présentez-vous évidemment quand vous posez votre question. Merci. Oui, bonjour. Oui, on vous entend. Étienne Richet, je m'intéresse au sujet comme beaucoup de monde dans cette salle. J'ai une question qui concerne le dessalage de l'eau. Aucun de vous ne l'a évoqué. Est-ce que c'est parce que finalement c'est une solution qui fera l'objet du Polytech 2051 ou est-ce que vous avez un regard là-dessus ? Alors, Marie Péténati va vous répondre. Je peux démarrer sur le dessalage de l'eau. Alors,
actuellement, c'est une solution qui est effectivement utilisée dans des endroits où il fait très sec, où il n'y a pas d'eau du tout. Et c'est une solution, par exemple, qui est utilisée en Israël, mais c'est une solution qui donc, est assez coûteuse en énergie, hein, n'est-ce pas? Et c'est une solution qui provoque une concentration de saumure très importante dont on ne sait à un moment que faire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez embêtant parce que les saumures, ils peuvent être soit rejetés en mer, ce qui provoque des déséquilibres. Hein. La mer est salée, certes, mais quand elle l'est trop, c'est pas bon non plus. Et si ces saumures sont déposées sur des sols, vous voyez ce que je veux dire, ça va pas améliorer leur qualité et donc leur exploitation future pour autre chose. Donc ça, c'est une solution qui est sur le territoire, en tout cas le nôtre. Encore une fois, c'est une solution qui n'est pas envisagée parce que c'est vraiment, en tout cas ce que j'en pense, c'est une solution de l'extrême, quoi. Et donc je pense qu'encore une fois, on peut penser à des choses en avance et rapidement sur des solutions beaucoup plus proches de la nature et avant de mettre ce genre de choses en place. Merci pour cette réponse. Bruno Le Ménager, réponse courte. Oui, très court. Il y a quand même une grosse barrière générale sur en fait, le transport de l'eau. Donc là où il y a une ressource, c'est extrêmement important de pouvoir l'utiliser. Donc on parlait tout à l'heure de réutilisation d'eau de stations d'épuration, par exemple en ville, ou alors quand finalement on est sur une petite agglo, on l'a fait dans le PTGE Mi-12, pour de l'agriculture, parce que finalement, il n'y a pas trop de canalisation à faire. Moi, je pense que pour le littoral, le dessalement, c'est vraiment une solution d'avenir. Et d'ailleurs, on l'a marqué, nous, dans le plan d'adaptation au changement climatique. Alors, un petit peu comme la réutilisation, il y a une petite barrière psychologique, c'est-à-dire que voilà, les grands corps n'aiment pas, je ne sais pas pourquoi, mais en Espagne, ça se fait, ça consomme quand même beaucoup moins d'énergie qu'il y a 10 ans, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Il y a du côté de Dénia, par exemple, hein, sous Valence, pour 100 000 foyers. Et ce sont des territoires qui ont quand même de l'eau. Donc je pense qu'il y a une vraie progression technologique qui existe. Il y a un tabou. On espère que dans les années à venir, ce tabou, le tabou, il consiste à croire que si on fait ça, justement, on ne va pas faire de la SFN. Voilà, il faut arriver à être convaincu qu'il faut faire les deux. Il faut faire du laguinage, il faut faire des zones humides, mais on a le droit aussi d'y aller. Mais c'est dur psychologiquement. Merci pour cette réponse. Monsieur, une question? Là, on ne vous entend pas. 1, 2, 1, 2, Oui. ouais, c'est bon. Benjamin Lopez, je suis du Berger-Am aussi. Moi, j'avais une question à poser à Monsieur Bernard au sujet de la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture. Je trouvais votre discours vraiment intéressant. Je suis même, pour tout vous dire, surpris de cet éclairage sur les résidus de médicaments que vous avez. Ma question, elle concerne l'utilisation des boues de stations d'épuration en agriculture, qui est très répandue en France. Et je voulais avoir votre avis, puisque finalement, ça ne va pas être les mêmes molécules qu'on va retrouver dans les eaux et dans les boues, mais on en retrouve aussi dans les boues. Et cette pratique-là est très usitée en France. Et j'aurais voulu avoir votre avis sur cette question de l'utilisation des boues de stations d'épuration. Allez, André Bernard, une réponse essayez rapide. Oui. Écoutez, l'utilisation des boues, elle tend à se diminuer parce qu'on passe de plus en plus par du compostage. Mais in fine, il reste quand même un problème. Et maintenant, on passe aussi par des boues qui passent à la méthanisation. Mais le digestat issu de méthaniseurs qui transforment des boues de stations d'épuration n'est pas utilisable en agriculture alimentaire pour l'instant. Hein. Donc il faut bien qu'on trouve des solutions, quoi. Hein. Donc tout ce qui est digestat organique, de déchets verts ou autre, pourquoi pas, en agriculture, mais les boues de stations d'épuration, non. Et les boues de stations d'épuration, telles qu'on les avait pendues il y a 20 ou 30 ans en arrière, avec les problèmes que ça peut provoquer. Je dis bien que ça peut provoquer. Et il faut un suivi très strict. Et il faut une garantie derrière que s'il y a une parcelle qui est polluée, quelqu'un assume la responsabilité, quoi. Hein, donc il y a eu un fonds qui avait été mis en place, qui est pour l'instant en temps de sommeil, qui n'a jamais été, Dieu merci, mobilisé, mais qu'il faut peut-être continuer d'alimenter. Parce que si demain on prend des risques, il y a des parcelles aujourd'hui qui ne sont plus cultivables. Hein. Donc, alors on a aussi la possibilité d'envisager qu'on met des bouts de stations d'épuration sur certaines parcelles, parce que sur lesquelles on va faire non pas de l'alimentaire, mais de l'énergie. Hein, donc là aussi, du non-alimentaire, hein, du digestat de bouts d'épuration. Moi, chez moi, j'envisage de les mettre, enfin chez moi, dans ma région, sur les lavandes. Parce que la lavande, elle a besoin d'un fertilisant, et il n'y a pas besoin qu'il soit alimentaire, puisqu'on récupère l'essence.
Il y a des réflexions à mener. Mais là aussi, comme partout, c'est quand on se qu'on se met tous autour d'une table, qu'on travaille intelligemment ensemble et qu'on trouve différentes solutions. Il n'y a pas un problème et une solution, il y a un ensemble de problèmes et il y a un ensemble de solutions à trouver. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. On s'est mis d'ailleurs autour d'une table et on a évoqué un certain nombre de solutions. Merci à vous qui étiez dans la salle, qui avez été attentifs. Et je voudrais que peut-être on applaudisse nos 4 intervenants pour la pertinence, l'intérêt de leurs propos. Merci Marie Pétenati, André Bernard, Pascal Botzung et Bruno Leménager. Et puis la tribune continue. À tout à l'heure.